Avant de plonger dans cette histoire, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez des réflexions sincères et des récits profonds qui, peut-être, résonneront avec vos propres expériences. Il existe un poids que chaque fille porte, souvent sans le nommer. Ce n'est pas toujours une blessure, parfois c'est plutôt un écho silencieux, une absence déguisée en fardeau. Au centre de ce poids, il y a un homme, le père. Sa présence ou son absence, sa tendresse ou sa dureté, façonnent dès l'enfance le rapport qu'une femme entretiendra avec elle-même. Beaucoup de femmes sentent ce malaise diffus, cette lassitude sans cause apparente, un soupçon de décalage qui flotte entre les gestes du quotidien. Elles se plient aux attentes, elles soignent, elles écoutent, elles se tiennent droites et souriantes. Pourtant, derrière le miroir, quelque chose reste incomplet, comme si des morceaux de leur être avaient été écartés avant même qu'elles ne puissent les choisir. Elles avancent dans la vie, accomplissent, réussissent même. Mais dans un recoin discret de leur esprit, une question persiste. Pourquoi tout semble-t-il toujours manquer de quelque chose? Peut-être avez-vous ressenti cela au cœur de la nuit, allongé, à vous demander pourquoi vous êtes si épuisé alors que, techniquement, vous n'avez rien fait de mal. Ou lors d'une conversation banale, quand votre voix se fait douce pour ne pas déranger, alors que vos pensées, elles, grondent à l'intérieur. Peut-être aussi devant votre reflet. Vous voyez une femme compétente, mais sous la surface, elle se sent morcelée, privée d'une part de son histoire. Ceux qui de cette étrange dissonance ne vient pas d'un manque d'effort. Il trouve souvent racine dans un modèle de vie que l'on n'a jamais choisi, mais que l'on a endossé pour être accepté, aimé ou simplement pour survivre. Et au cœur de ce scénario imposé, il y a toujours le père, figure centrale et silencieuse, dont la voix, qu'elle soit douce ou dure, résonne encore bien après qu'elle s'est tue. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans l'univers de Freud pour comprendre comment ce modèle, centré sur la figure masculine, a défini les premiers contours de l'inconscient et du désir. Pour comprendre comment ce vide prend forme, il faut revenir au point, le départ, Sigmund Freud. Freud n'a pas inventé l'idée que nos vies sont façonnées par des forces invisibles. Il a simplement donné un langage à ses ombres, une structure à nos désirs refoulés. Pour lui, le récit d'Œdipe, ce prince grec qui tue son père et épouse sa mère sans le savoir, n'était pas seulement une tragédie antique. C'était un schéma psychique universel. Dans cette histoire, Œdipe est condamné dès la naissance par une prophétie qu'il tente d'éviter, mais ses efforts sont vains. À l'insu de tous, il tue un inconnu lors d'une querelle qui se révèle être son père, et épouse ensuite une reine en deuil, sa propre mère. Quand la vérité éclate, la mère se pend et Œdipe se crève les yeux, incapable d'affronter la réalité. Pour Freud, cette légende parlait directement à la structure de l'inconscient. Il voyait là le drame fondamental de chaque enfant. Le désir secret envers le parent du sexe opposé et la rivalité muette envers le parent du même sexe. Freud a nommé ce triangle complexe d'Œdipe. Le garçon aime sa mère mais comprend qu'il ne peut la posséder. Au lieu de la conquérir, il réprime son désir et choisit d'imiter le père, transformant la rivalité en identification. Cette soumission forge la conscience morale, ce que Freud appelle le surmoi. Ainsi, la société impose ses règles non pas en éteignant le désir, mais en l'apprivoisant, en le canalisant vers des comportements acceptables. Freud pensait que ce renoncement, ce compromis interne, était le prix à payer pour devenir un adulte normal. Le garçon apprend à taire son désir pour appartenir au monde des hommes. Mais ce modèle qui a façonné les fondements de la psychanalyse est profondément masculin. La femme y est invisible ou, au mieux, un reflet. C'est pourtant ce modèle qui a servi de base pour interpréter l'inconscient féminin sans jamais offrir aux femmes une carte propre à leur vécu. Et c'est là que les tensions surgissent, car si ce récit est clair pour le garçon, il laisse la fille sans véritable rôle à jouer. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment Freud a tenté d'adapter ce triangle à la psyché féminine et comment ses conclusions ont laissé des zones d'ombre dans la compréhension des désirs des femmes.
Freud, après avoir établi le triangle oedipien masculin, s'est confronté à une question épineuse. Qu'en est-il des filles? Il n'a pas créé un nouveau modèle pour elles. Au lieu de cela, il a inversé celui des garçons, en le modifiant à peine. Dans ce récit inversé, la petite fille commence elle aussi attachée à la mère, figure de tendresse et de protection. Mais, selon Freud, ce lien se brise lorsqu'elle réalise qu'elle n'a pas ce que le garçon possède, le pénis. Freud a vu dans cette prise de conscience une forme de manque, une envie de pénis, qui la pousse à se détourner de la mère pour rechercher ce qui lui fait défaut, chez le père. Ainsi naît le complexe d'Électre, un terme que Freud lui-même n'a jamais utilisé. C'est Carl Jung qui le nommera plus tard. Ce complexe décrit la dynamique par laquelle la fille cesse de s'identifier à la mère, qu'elle perçoit comme elle aussi incomplète, et se tourne vers le père. Elle espère en lui trouver la validation, le pouvoir et la protection qu'elle pense ne pas pouvoir obtenir autrement. Cependant, là où le garçon affronte directement son père et trouve un moyen de résoudre ce conflit par la répression, Freud croyait que la fille ne vit pas un affrontement aussi clair. Elle ne ressent pas la même peur de castration qui structure la conscience du garçon. Sans cette menace, la fille, selon Freud, ne développe pas un surmoi aussi fort, aussi défini. Son identité morale resterait plus fragile, plus poreuse, parce qu'elle n'aurait jamais dû tuer, symboliquement le père comme le garçon le fait pour grandir. Ce raisonnement de Freud présente un problème majeur. Il réduit l'identité féminine à un reflet, à une réaction à l'expérience masculine. La femme n'a pas, dans cette théorie, son propre centre de gravité. Elle n'est pas reconnue comme un sujet à part entière, mais comme un miroir de l'autre. Cette vision laisse la femme prisonnière d'une image incomplète, la condamnant à chercher la validation à l'extérieur d'elle-même. Pourtant, derrière cette théorie controversée, il y a des émotions réelles, la confusion, la rivalité, la quête d'un regard bienveillant. Des émotions que beaucoup de femmes ressentent dès l'enfance. Dans le chapitre suivant, nous explorerons un autre silence de Freud, la place de la mère et son rôle effacé dans la formation de l'identité féminine. Dans ses écrits, Freud a rapidement relégué la mère au second plan. Il la considérait comme la première figure de lien, certes, mais passagère. Selon lui, la vraie bataille se joue entre la fille et le père, la mère n'étant qu'une étape à franchir avant que la fille ne se tourne vers la figure masculine. Pourtant, dans la réalité des femmes, la mère ne disparaît jamais vraiment. Elle reste là comme un écho, une racine invisible qui nourrit, limite ou blesse. Dès l'enfance, la mère est bien plus qu'un simple point de départ. Elle est la première à incarner la féminité, ses gestes, ses silences, ses peurs. Tout cela devient un langage que la fille absorbe bien avant de comprendre les mots. Grandir avec une mère, c'est apprendre à lire entre les lignes de ses humeurs, à respirer au rythme de ses attentes et de ses contradictions. C'est aussi se forger une idée de ce que signifie être femme, avant même de pouvoir le formuler. Mais quand la fille se détourne trop vite de la mère, ou qu'on lui apprend à le faire, elle perd un ancrage précieux. Elle perd la possibilité d'hériter d'une identité féminine fondée sur un partage d'expériences, sur un regard qui ne la compare pas à l'homme, mais qui la comprend pour elle-même. Freud, en laissant la mère dans l'ombre, a manqué cette part essentielle de la construction psychique. La mère n'est pas qu'un passage, elle est un socle, même lorsqu'elle est défaillante ou absente. Cette absence de la mère dans la théorie n'est pas anodine. Elle reflète un aveuglement culturel plus large. On valorise la mère comme nourricière, mais on oublie qu'elle est aussi un modèle de puissance et de complexité. En l'effaçant trop tôt, on prive la fille d'un repère qui pourrait la guider vers une autonomie réelle, non pas en opposition au père, mais enracinée dans une lignée féminine qui la précède. Dans le prochain chapitre, nous verrons que c'est précisément ce manque de repères féminins qui piège la fille dans une identité de reflet, et que pour devenir pleinement elle-même, elle devra symboliquement affronter non seulement l'image du père, mais aussi son propre besoin de validation. Lorsque nous regardons de plus près la dynamique de Freud, une différence fondamentale apparaît. Pour le garçon, grandir passe par l'affrontement direct avec le père.
Le père doit être dépassé, symboliquement tué, pour que l'enfant devienne un homme libre. Pour la fille, en revanche, il n'a jamais été question de tuer le père. Elle n'a pas été encouragée à se rebeller contre lui. Au contraire, elle a appris à se façonner à son image, à rester dans les limites qu'il a posées. Ce meurtre symbolique du père, pourtant, est tout aussi essentiel pour la femme, non pas par haine ou violence, mais pour s'affranchir de cette figure qui a trop longtemps servi de miroir à ses désirs. Il ne s'agit pas d'effacer l'amour qu'elle porte à son père, mais de cesser de chercher en lui l'autorisation d'exister. Tuer le père, c'est reconnaître qu'elle peut être aimée sans se conformer à l'image qu'il projette. C'est enfin entendre sa propre voix au-delà des échos de la sienne. Beaucoup de femmes ignorent ce processus, car il n'a jamais été nommé. Elles poursuivent leur vie dans un jeu de reflets. Elles cherchent dans les hommes qu'elles choisissent la validation d'un regard qu'elles ont appris à désirer dès l'enfance. Elles deviennent expertes en adaptation, en compromis, sans toujours comprendre pourquoi elles se sentent incomplètes. Leur colère, lorsqu'elle surgit, est souvent teintée de culpabilité, comme si elle ne leur appartenait pas vraiment. Pourtant, c'est précisément dans cette colère qu'émerge une vérité longtemps refoulée. L'aspiration à être soi, entière et libre. La séparation symbolique d'avec le père n'est pas une rupture définitive. Elle ouvre la porte à une relation nouvelle, fondée sur la reconnaissance et non sur la dépendance. Elle offre à la femme la possibilité de se définir par ses propres désirs et non par ceux qu'on lui a transmis. Ce chemin n'est pas simple. Il traverse la culpabilité, le deuil et parfois la peur de blesser. Mais il est nécessaire pour devenir un sujet à part entière. Un être qui ne vit plus dans l'ombre de l'autre, mais dans la lumière de sa propre conscience. Dans le chapitre final, nous explorerons ce que signifie reconstruire cette identité, libérée du regard paternel, et comment les femmes peuvent redessiner leur propre récit, sans renier leur histoire. Quand la femme a enfin osé se détacher du regard du père, une nouvelle histoire commence. Ce n'est pas un rejet de l'amour qu'il a donné, ni une négation de ses souvenirs. C'est un geste intérieur de libération. Une femme qui cesse de vivre à travers le miroir du père découvre qu'elle n'est pas une absence, ni un manque à combler, mais un sujet à part entière, capable de choisir ses désirs et ses vérités. Les théoriciennes féministes, comme Luce Irigaray ou Julia Kristeva, ont montré que Freud, malgré la force de son intuition, avait enfermé les femmes dans un récit qui n'était pas le leur. Elles ont proposé de nouvelles cartes, où la femme n'est plus l'ombre d'un homme, mais une voix à part entière. Ces réflexions nous rappellent que se défaire du regard du père ne signifie pas effacer son influence, mais la replacer à sa juste mesure. Ce qui a été donné, ce qui a été imposé, peut être remercié puis laissé derrière. Cette réécriture ne se fait pas dans l'amertume. Elle naît d'un besoin vital, celui de s'appartenir. Car tant que la femme reste prisonnière des attentes masculines, même aimantes, elle ne peut pas explorer la profondeur de son propre désir. Sortir du miroir, c'est apprendre à ne plus demander la permission, à ne plus chercher sans fin, à plaire, à être sage, à rester dans la lumière de l'approbation paternelle. C'est faire place à un désir qui n'est plus dicté par la peur ou par la nostalgie. Dans ce départ symbolique, une femme ne perd pas son père. Elle cesse seulement d'être façonnée par lui. Elle garde son amour, mais ne le laisse plus définir ses choix. Elle devient capable de revenir vers lui en adulte, non plus en enfant, et d'oser lui montrer la femme qu'elle est devenue. Elle n'a plus besoin de son autorisation pour exister. C'est là, au cœur de cette libération, que naît la possibilité d'une relation plus vraie, un lien qui n'est plus fait de dépendance, mais de respect et de reconnaissance. La fille qui ose se choisir elle-même devient enfin l'autrice de son récit. Et pour beaucoup de femmes, c'est le début d'une vie où elles ne sont plus la page sur laquelle on écrit, mais la main qui tient la plume.